Rebonjour à toutes et tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans cette séance spéciale intitulée Démocratie participative et renouvellement urbain, un enrichissement mutuel. Alors, le contexte contemporain, c'est une certaine crise de la représentativité avec beaucoup d'acteurs de la politique du renouvellement urbain qui ont compris à quel point les dispositifs de concertation et de démocratie participative étaient devenus indispensables pour la réussite des projets. Et évidemment, quand on dit réussite, on pense pas seulement à faire accepter des projets déjà ficelés, mais bien à ce que ces projets soient le résultat d'un travail de co-construction avec les habitants et où les savoirs, les usages, les intelligences des premiers concernés ont été réellement pris en compte. Alors, on ne peut pas dire qu'en France, on ait partout un savoir très ancien de la démocratie participative, même si historiquement, il y a des endroits où on la pratique depuis très longtemps. Il y a aussi toute une tradition d'hostilité à l'égard des implications citoyennes qui ne seraient pas passées au tamis de la représentation. Mais depuis 2 décennies, c'est vrai, on a vu une inflation, voire une inflammation, on pourrait presque dire, des dispositifs dits de démocratie participative, avec cet espoir très honorable qu'ils puissent au fond démocratiser un peu notre démocratie représentative, et dont, on le sait, la légitimité est quand même fortement ébranlée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tous ces dispositifs participatifs? Qu'est-ce qu'une participation de qualité? Quelles sont ses modalités? Est-ce qu'on peut se contenter de l'important, c'est de participer? Ou est-ce que les risques d'une participation trop guidée ou trop bridée ne seraient pas d'être contre-productifs? Comment rendre les dispositifs participatifs plus opérants? Quels sont les enjeux pour notre vie publique de cette démocratie participative? Beaucoup de questions passionnantes et complexes. Nous allons essayer d'y répondre ce matin avec nos invités. Frédéric Vigouroux, bonjour, vous êtes le maire de Miramas, au nord-ouest de Marseille et de l'Étang-de-Berre. Vous avez engagé une lourde transformation d'un quartier assez complexe d'habitat social qui date de 1974. Et vous avez décidé d'associer très tôt les habitants à ce nouveau projet de renouvellement urbain. Vous nous raconterez pourquoi et jusqu'où vous avez poussé ce désir de co-construire le quartier et avec quelle méthodologie. Marie-Noëlle Egdelay, bonjour. Et Serge Meckler, vous êtes les habitants de ce quartier de Miramas. On est très heureux de vous avoir aujourd'hui. Vous êtes les habitants, voilà. Vous êtes, habitante d'une des grandes barres du quartier de la Maille, le Trident, et vous êtes un habitant d'une maison individuelle, tout ça étant du logement social. Vous êtes beaucoup impliqué dans cette démarche de co-construction au point d'être devenu marraine et parrain. Vous nous expliquerez en quoi ça consiste et ce que vous a apporté cette expérience-là. Eddy Jacquemart, bonjour. Vous êtes le président de la CNL, la Confédération nationale du logement, qui est la première organisation nationale de défense des droits et des intérêts des habitants. Ses adhérentes et ses représentants locataires sont élus au conseil d'administration des organismes HLM et EPL. Et vous nous direz comment vous essayez de peser, vous, dans les projets de renouvellement urbain et quelle place ces instances, comme ces associations de locataires, peut prendre dans les démarches de co-construction. Nicolas Riot, enfin, bonjour. Vous êtes sociologue. On peut dire que vous êtes un spécialiste de la concertation et de la démocratie participative, parce que vous accompagnez avec Manon Loisel de nombreuses collectivités qui ont besoin de dispositifs de concertation, de participation. Et on peut dire que vous avez un point de vue très tranché sur la question, puisque vous êtes l'auteur d'un ouvrage passionnant, mais dont le titre est assez définitif, parce que vous avez écrit un livre qui s'appelle, intitulé « Pour en finir avec la démocratie participative ». Alors, on pourrait s'arrêter là. On vous donne le bouquin de Nicolas Riot et on s'arrête. Non, il est passionnant. Nicolas Riot, expliquez-nous pourquoi ce titre, pourquoi il faudrait tout mettre à la poubelle. Oh, pardon, oui. Vous avez un micro pour 5. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, on ne dit pas qu'il faut tout mettre à la poubelle, hein. On dit justement qu'il faut prendre un peu de recul pour essayer de faire le tri de qu'est-ce qu'il faut garder et puis qu'est-ce qu'il faut peut-être infléchir. Peut-être aussi une précision de présentation avant de répondre à votre question. Avec ma collègue et co-autrice Manon Loisel, on n'est pas à proprement parler des professionnels de la participation. C'est-à-dire que notre métier n'est pas d'accompagner les collectivités dans l'animation des dispositifs participatifs, mais de les accompagner dans la fabrique de l'action publique.
de les aider dans l'élaboration de leur stratégie. Par exemple, on a accompagné plusieurs collectivités dans l'élaboration de leur contrat de ville pour voir comment on met ces politiques publiques en phase avec les besoins qui remontent du terrain. Je précise ça parce que c'est pas complètement, ça explique sans doute en partie le regard qu'on porte sur la démocratie participative en essayant d'arrêter de l'évaluer ou de la regarder en fonction de la qualité des dispositifs, mais de la regarder plutôt en fonction de ce qu'elle produit. Ne pas se focaliser sur la méthode, mais se focaliser sur les résultats et quelle est sa capacité à mieux prendre en compte les besoins des habitants, quelle est sa capacité à, en se disant ce qui doit être le critère d'évaluation de ces démarches, c'est pas quel était le niveau de perfectionnement des dispositifs mis en place ou le nombre de participants, parce que c'est quand même souvent comme ça qu'on évalue ces dispositifs, mais quelle est la capacité à rendre ces projets plus démocratiques. Et là-dessus, on s'aperçoit qu'il y a quand même une forme de déception, on pourrait dire un peu de découragement ou de fatigue qu'on a ressenti nous et ce qui nous a conduit à écrire ce livre, mais on s'est rendu compte que cette fatigue par rapport à ce qu'avait fini par devenir une forme d'injonction bureaucratique où la participation citoyenne devient soit une fin en soi, soit une case à cocher dans le processus. On s'est rendu compte qu'on la ressentait nous, mais elle était aussi partagée, aussi bien du côté des organisateurs de ces démarches, que ce soit les professionnels ou les élus. Alors je serais curieux de vous entendre, qu'elle était aussi parfois partagée par les habitants, partagée par les acteurs qui produisent ces projets urbains, et que souvent on arrivait un peu à cette conclusion de tout ça pour ça. Tant d'efforts et tant de mobilisation pour finalement assez peu de trop de fatigue parce qu'on a beaucoup participé et le projet est pas du tout, finalement, ne ressemble pas du tout à tout ce qu'on a discuté. C'est ça. Et parce que finalement, on concentre tous nos efforts sur l'animation de ces dispositifs. C'est d'ailleurs aussi comme ça qu'on les restitue aux dépens de la capacité à prendre en compte ce qui en ressort et ce qu'ils expriment. Ce que vous dites aussi, c'est que ces dispositifs, ils sont mis en place souvent pour faire émerger une parole qui serait une parole un peu invisibilisée, un peu difficile à atteindre, et que si on ne l'écoute pas, on aggrave la défiance démocratique. C'est effectivement le point de vigilance qu'on met en avant avec Manon Loisel, de dire attention à ne pas faire de la démocratie participative une fabrique à fausses promesses. Et souvent, c'est quand même ce qu'on observe, c'est que les promesses sont très ambitieuses, sans doute trop. Vous allez construire votre quartier. Et c'est ça, vous allez co-construire avec nous le projet urbain. On va partir de votre avis, c'est à vous d'écrire l'avenir de votre quartier. Et promesse qu'en réalité, derrière, on a bien du mal à tenir. Et le problème, c'est que cette promesse non tenue fabrique à son tour une forme de défiance et de colère. Et donc, ce qu'on dit derrière le pour en finir avec la démocratie participative, c'est de dire ne vous lancez que dans des promesses que vous êtes en capacité de tenir, quoi. Et avant de formuler les promesses, créez dans le fonctionnement et dans le portage des projets les conditions pour être en capacité de les tenir. Alors que souvent, la tendance est inverse, de dire on annonce le dispositif, et puis bon, on verra bien de ce qu'on fera, de ce qui en ressortira, quoi. Et souvent, on s'aperçoit qu'on n'est pas en capacité d'en faire grand-chose. Frédéric Vigourou, quand on s'est parlé pour préparer cette séance, vous m'avez dit, moi aussi j'ai vécu ça avant ce projet-là, un projet qui, au fond, avait été assez décevant pour tout le monde. Et vous m'avez parlé de cette fatigue, justement. Je n'ai pas dit décevant pour tout le monde, parce que sinon, je ne serais pas devant vous. Non, simplement dire que j'avais fait un premier dossier de rénovation urbaine, c'était avant la loi Lamy, etc., et que nous avions, comme tout le monde, essayé de faire en sorte qu'on ait des participations d'habitants dans ce qu'on appelait à l'époque des ateliers d'architectes.
Et je m'étais vite rendu compte que, alors je vais faire gaffe parce que dans la salle, je sais qu'il n'y a que des gens compétents, mais la réalité, c'est que c'est souvent la rénovation urbaine assez abscon, très technique, et qu'il est évident que pour lancer les habitants dans la co-construction et non pas dans la démocratie participative, je dis ça parce que j'ai lu son livre, mais je ne me suis pas retrouvé dans son livre, il fallait prendre les choses à l'envers. Et à l'envers, c'est quoi? C'est d'accepter 3 choses. Je ne sais pas si c'est le moment où je dois le dire, parce que je suis un peu fatigué. On est partis tous les 3 à 4 heures. La première des choses, c'est que je ne pouvais pas laisser des archis qui sont géniaux et des urbanistes qui sont exceptionnels à la tête d'un projet. Et qu'il fallait absolument que je mette un fou à la tête d'un projet, et un fou sociologue, pour inclure immédiatement dans le projet le fait qu'il ne pouvait pas se construire sans une co-construction. Donc là, le pouvoir politique, celui qui a été élu au suffrage universel municipal, décide, avec tous les élus qui sont ici, décide que ça ne peut pas se faire sans les gens, donc on co-construit. Moi, j'habite pas ce quartier. Je le connais, je connais ma ville, mais je n'habite pas ce quartier. Il était impensable que je refasse la deuxième chose. Donc, nous avons décidé de confier les clés du camion à un sociologue qui est venu avec ses psychologues et tout le tintouin. Mais il avait la main sur le dossier. Il est là, Maxence Moretto, que certains connaissent, et on lui a donné les clés. La deuxième chose, et là, attention. Je sais qu'il y a quelques élus, je l'ai déjà dit, une fois, je me suis pris une volée de bois vert. Il fallait aussi que j'accepte de laisser du pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a deux défauts dans le système. Le premier, la technocratie, pas négative, hein, qui est normalisée, il faut ceci, il faut cela, il faut passer par là, il faut qu'il y ait de l'espace, qu'il y ait des coulées vertes, des coulées bleues, des coulées machins. Ou l'ANRU, qui est exceptionnel, hein, je défends l'agence Mordicus, hein, puis je compte sur vous pour le faire dans les mois qui viennent. Mais il y a cette technocratie. Et puis, il y a l'élu, le maire, qui a un avis sur tout, qui pense que c'est mieux de passer par là. Et d'ailleurs, moi, je l'ai fait au niveau de la rénovation urbaine, je l'ai fait au niveau de la ville entière. Et donc, forcément, l'élu a son mot à dire. Ben, nous, on a accepté de faire une chose, c'est de se donner du pouvoir aux habitants, il s'agit de me retirer tout en suivant le dossier et en les laissant avec les équipes de Maxence de travailler, de se former, et ils vous le diront mieux que moi. Ça a un énorme avantage. D'abord, ça m'a évité des bêtises, parce que quelquefois on peut avoir des idées, mais elles ne sont pas forcément bonnes. Ça nous a mis ensemble des fois en conflit pour des places de parking. Moi, je pensais qu'il fallait développer la ville des années 2040, où il n'y a plus une voiture, tout le monde se transporte en collectif, etc. Ce n'était pas la vie des habitants du tout. Ça a été un gros débat, et j'ai plié, parce que c'était ce qu'ils souhaitaient. Donc moi, je ne veux pas être trop long, mais je vais vous dire une chose. Je pense qu'on ne peut pas rénover la ville sans ses habitants. Est-ce que cette première expérience que vous aviez eue, dont vous étiez déçu, est-ce que vous non, aviez pas déçu, arrêtez de dire déçu, madame, parce que les réseaux sociaux, non, c'était un très beau projet qui a été réalisé. J'étais déçu C'était abscon, pardon. J'étais déçu dans le sens où j'avais le sentiment qu'il manquait la pierre angulaire du système. Et donc, il fallait que le projet qu'on dépose à la rénovation urbaine soit un projet où l'humain était au cœur. Mais ce n'était pas que des propos. Pour que l'humain soit au cœur, il fallait lui donner les outils. Il lui fallait donner les clés. Et il fallait que je fasse un pas de côté. Sinon, ça ne pouvait pas se faire. C'est là où il y a une différence entre co-construction et démocratie participative. Bon, il fallait que les élus acceptent aussi de ne pas être ceux qui savent tout et qui viennent présenter les choses. C'est un choix fort. Mais c'est un choix qui a permis un travail considérable des gens avec des idées tout à fait nouvelles et un dialogue qui est très différent. Et on respecte les gens quand on fait ça. Eddy Jacquemart, je pense que vous avez la même position que Monsieur le maire. Il y a des endroits où on arrive à des situations folles comme à Roubaix, par exemple. Oui, tout à fait. Vous nous racontez ça. En fait, je vais habiter à Miramas parce que c'est très intéressant d'avoir un maire qui écoute ses concitoyens et les habitants des quartiers. Alors désolé, je dois porter la voix des habitants aujourd'hui, mais je l'ai un peu perdu dans les couloirs du métro. Donc j'ai pris beaucoup de miel ce matin. Alors en fait, oui, quand on n'écoute pas les habitants, on a Roubaix. Roubaix à l'Alma, c'est un quartier où les tensions sont extrêmes encore aujourd'hui, puisqu'on est avec
des palissades qui ont été mises autour du quartier qui doit être démoli, avec des CRS qui sont là pour surveiller le chantier parce que les habitants n'ont pas été écoutés. Et ça, c'est très grave parce que oui, il y a du patrimoine aussi. Alors la démolition à tout prix, là aussi j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait des possibilités de toujours réfléchir à la rénovation. Encore dans d'autres ateliers, on parlait aussi que la rénovation, ça coûte quelquefois moins cher financièrement et écologiquement parlant. Et donc, oui, les véritables experts du quotidien, ce sont les habitants. Et je pense que monsieur le maire de Miramas l'a compris, et ça c'est important. Et à Roubaix, il y a un véritable bras de fer avec la municipalité, et il y a des émeutes par rapport à ça. Et donc c'est vraiment très grave, parce qu'en fait, on n'arrive pas à sortir le sujet, et hélas, ça va être démoli. Ça va être démoli parce que on n'a pas écouté. Avec des CRS autour et des voilà, palissades. il va y avoir une rancœur importante, je pense, des habitants de ce quartier, parce qu'ils perdent leur patrimoine, et c'est bien dommage. Alors, comment on implique les habitants ? En fait, il y a aussi il y a de la démocratie municipale, le maire a été élu, mais il y a aussi de la démocratie locative, et notamment, il y a des représentants des locataires dans les conseils d'administration. Et moi, je pense qu'il faut aussi, aujourd'hui, se servir d'eux, les mettre autour de la table, et ils ont aussi une légitimité, peut-être pas aussi grande que le maire de la ville, mais ils ont quand même été élus dans le quartier. Donc c'est important que l'élu des locataires il puisse aussi porter la voix, justement, des habitants qui l'ont élu. Voilà. Marie-Noëlle Aiguedelay, Serge Mecler, qu'est-ce que vous vous dites quand ce projet démarre et qu'on vous propose, ou en tout cas un projet de démocratie participative, de co-construction se met en place? Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce qu'il y a cette défiance dont on parle d'emblée, ou vous vous dites super, on y va? Alors, pour ma part, je me suis dit on y va. On y va, parce que pour une fois, on pouvait agir plutôt que subir, parce qu'il faut savoir que ça va être un gros bouleversement, ça va être une horreur pendant des années. Et au moins, là, on avait ce pouvoir d'agir pour avoir un résultat final qui correspondait un peu à ce qu'on attendait. Donc, on y est allé. Après, une défiance, bien sûr, mais pas tant par rapport aux instances publiques, mais plus par rapport aux gros bailleurs du projet. À cause de sa gestion de son patrimoine, justement, et on avait beaucoup de doutes sur la qualité de la rénovation, sur ce qu'il allait nous proposer. Voilà. Serge Mecler. Oui, alors je plante un peu le décor du quartier. En 1970, le golfe de Fos a eu l'idée de créer un grand complexe industriel. Donc, il y a eu un besoin urgent et plus qu'urgent de logement. Ce qui fait que les constructions se sont faites sur un rayon de 50 km, mais je dirais n'importe comment. Vraiment fait à l'arrache parce qu'il fallait du logement, du logement, du logement. Ça veut dire que les premières personnes qui se sont installées dans les maisons, par exemple, mettaient des bassines par terre pour récupérer l'eau des toits. D'autres, de temps en temps, voyaient les étoiles entre deux plaques de béton. C'est à peine croyable, mais c'est ça. D'autres étaient obligés de marcher sur des planches pour rentrer dans leur maison. Donc, les plus anciens, eux, ça fait 50 ans qu'ils sont en place. Les plus anciens ont vieilli. Mais les plus anciens avaient de quoi se soigner. Mais le bâti n'avait pas de docteur. Donc, le bâti a vieilli. Alors on a profité, on a entendu dire qu'il y avait un projet, on s'est dit, tiens, c'est bon. Mais avant que le projet arrive, et d'en connaître toutes ces subtilités, la population a fait quoi? Pendant 1 an et demi, la mémoire du quartier
avec récupération des photos, alors très difficile dans la mesure où dans les années 70, on prenait pratiquement très peu de photos. On n'avait pas les smartphones comme aujourd'hui. Et puis, où j'en suis là? Alors après, oui, on a eu quand même un soutien d'une association Nuit Métis qui était une association qui faisait de l'animation. On en avait besoin parce que les habitants, les parrains-marraines, ceux qui sont devenus parrains-marraines, ne sont pas des animateurs professionnels. Donc on s'est appuyé sur une association plus un média TV qui avait l'habitude d'aller au contact des habitants. Donc on a été formés, ce n'est pas le mot. On nous a donné quand même les points essentiels pour aller au contact des habitants. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y avait quelques prérequis au début du projet ou est-ce que tout était ouvert? Tous les deux. C'était l'idée d'un projet, mais il n'y avait rien de tracé. À ma connaissance, il n'y avait rien de tracé. Je rajoute, parce que Serge a raison de le dire, d'abord, ce ne sont pas des supporters, je le dis à tout le monde ici, hein. Ce sont des gens même qui me tirent souvent les oreilles, fortement. Je vais dire trois choses. D'abord, la ville, elle est très simplement, hein, c'est une ville qui est la plus pauvre de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, hein, et de la métropole. C'est une ville qui a 1100 habitants au kilomètre carré. Comme il le disait, elle a été construite très vite pour être une ville des 100 000 habitants, puisque l'industrie, dans les années 60, et la décision de Charles de Gaulle était d'implanter les grandes industries actuelles. Nous avons, mis en place, depuis 2008, une démocratie participative. Donc des conseils de quartier dotés de moyens, des conseils citoyens, ça c'était la loi. Et puis il nous est arrivé l'idée aussi d'avoir des marrains et marraines, c'est-à-dire des gens qui sont connus dans le quartier et qui pouvaient avoir un élément à la fois apaisant et en même temps exigeant. Donc on avait une structuration et puis bien évidemment, il en parlait, on a beaucoup travaillé sur la culture. Je pense que tout le monde le sait, les dossiers en rue sont des dossiers pas que du bâti. C'est des dossiers humains, c'est-à-dire que c'est des histoires. Quand on a dessoudé les tours du Mercure, il y avait des milliers de personnes qui étaient venues parce qu'ils y ont vécu, ils y ont fait l'amour, ils y ont fait des enfants, ils ont élevé leurs enfants. Et de voir ces bâtiments s'écrouler, c'était à la fois attendu et en même temps, il y avait toute une histoire. Et donc on a beaucoup travaillé sur la culture et l'histoire qui est très importante parce qu'il ne peut pas y avoir de changement si on ne fait pas attention aux racines de ce qui s'est passé avant. C'est ça, de mettre l'humain au cœur du dispositif de rénovation urbaine. Vous me disiez aussi que quand vous avez sollicité ce bureau d'études qui vous a accompagné, ce qui vous a intéressé, c'est qu'il disait vouloir mettre la transformation sociale quasiment avant le bâti. C'est-à-dire que tout allait avancer ensemble. Si on fait de la rénovation urbaine dans une ville comme la mienne, où il y a 40 et quelques pourcents, maintenant c'est un peu baissé, 42%, je ne sais plus, de logements sociaux, dont à peu près 80% de PLAI, pour ceux qui savent ce que c'est. Si on a fait cela, c'est parce que j'ai dans l'idée, alors là c'est le maire qui a été élu, c'est dans l'idée de transformer socialement, c'est donner de la chance. Et ça veut dire quoi? Aux habitants. Et ça veut dire de donner finalement à la fois du beau, du contenu et l'égalité des chances. En même temps, j'ai fait la rénovation de mes écoles, j'ai fait les cités éducatives, j'ai su en REP, on a mis des moyens considérables. Le premier budget de la commune, c'est le budget de l'éducation. C'est des choix politiques au sens noble du terme. Hein, on n'est pas élu par hasard, on n'est pas là pour ramasser, juste faire les mariages et les enterrements, ça n'a aucun intérêt. On est là pour essayer de transformer une ville, de transformer la vie, d'essayer d'apporter du plus. Et donc, il fallait à la fois, quand vous habitez dans des logements pourris et dans un endroit pourri, c'est difficile d'avoir le respect de soi-même. Donc, la première des choses qu'il fallait, c'était redonner ce respect. S'intéresser à eux, pas simplement pour faire... voilà, c'était de s'intéresser à eux en disant, vous êtes des citoyens, vous êtes capables de vous engager, vous êtes capables de transformer une ville, donc on vous donne les clés du camion. Nicolas Riault, les clés du camion, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mentir sur les objectifs, il ne faut pas faire croire que on va tout pouvoir faire et en fait tout a été décidé en chambre. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous êtes plusieurs à avoir évoqué les bailleurs au cours de ce début de discussion et on se rend compte... Et ça rejoint moi un peu la façon qui me frappe quand on parle de co-construction, c'est toujours la co-construction avec les habitants.
Mais en fait, la co-construction, pour qu'elle fonctionne, pour que le co ait du sens, c'est pas avec, mais entre. Donc c'est entre les habitants et d'autres acteurs qui sont aussi en jeu. Et en l'occurrence, sur les projets de rénovation urbaine, on voit que le challenge, c'est moins de faire la co-construction avec les habitants, qui sont toujours volontaires pour le faire, et leurs élus aussi, mais comment on arrive aussi à faire de la co-construction avec les bailleurs, de la co-construction avec... Est-ce qu'on arrive à co-construire ou parfois infléchir les règles qui sont posées par l'ANRU, et Jacquemart a évoqué la question de la démolition à Roubaix. On sait que ça a aussi longtemps été un sujet de tension. La co-construction, elle se joue entre, quoi. Et nous, une des choses qu'on a pas mal travaillé en écrivant ce livre avec Manon, c'est une citation de Bruno Latour, du philosophe Bruno Latour au moment des Gilets jaunes, qui disait: le problème de notre démocratie, c'est qu'on a des muets qui tentent de s'adresser à des sourds. Et alors, la démocratie participative est peut-être une partie de la solution, en essayant de redonner de la parole aux muets, de voir comment on permet aux habitants de se faire entendre. Mais si en face, les autres acteurs en jeu, eux, restent sourds, mis à part provoquer davantage de colère du côté des muets qui ont retrouvé la parole, de toujours avoir le sentiment de se retrouver face à un mur, ça produit peu de résultats, quoi. Donc moi, c'est un peu là-dessus que j'avais envie de vous interroger aussi, de vous entendre. C'est ce que vous dites quand vous dites il y a une grande différence entre faire parler, donner la parole et écouter. C'est assez subtil, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer cette distinction ? Tout à fait. Je fais une analogie. Moi, je suis jeune parent et souvent, on demande aux enfants de dire, avant de prendre un objet à ton camarade, il faut lui poser la question. Bon, et puis, parfois, ça marche. Ils finissent par poser la question. Ils disent: est-ce que je peux le prendre ? L'autre enfant répond non, et puis il le prend quand même. Donc, on voit bien que, en fait, l'enjeu de l'apprentissage, c'est pas uniquement d'apprendre à poser la question, c'est de savoir comment on arrive à prendre en compte la réponse qui va être faite à la question. Et souvent, on s'aperçoit que dans le processus de construction de ces projets, la prise en compte de ce qui pourrait ressortir d'imprévu de ces concertations habitantes, et c'est justement parce que ça va faire remonter des choses imprévues que ça va être intéressant. Là, on a parfois du mal à le prendre en compte. Et c'est pour ça que je trouvais que l'exemple que vous preniez des parkings, on pourrait revenir après sur... Je voudrais qu'on entende nos deux habitants. Comment ça s'est passé, cette phase d'écoute, d'une part? Est-ce que donc il y a eu une première phase de diagnostic, bureau de rue, diagnostic en marchant, où tout le monde pouvait rejoindre la cohorte. Voilà, les premiers ateliers, alors partant d'un plan du quartier tel qu'il était, et un peu comme des Legos, on déplaçait pour le devenir, en fait, ça a été ça. On a travaillé avec pas mal d'outils, notamment avec Maxence. On s'est bien lâché dans les rêves. Maxence, c'est le dieu de Miramas. Il est par là, quelque part dans la Sens. C'est ça. Est-ce que, alors, à chaque fois, c'est Maxence? Alors, ça s'est pas passé sans crispation. Il m'est arrivé de quitter la salle. Tu t'en souviens, Maxence? Atelier mixte, c'est-à-dire avec des élus et le bailleur. Voilà, mais est-ce que le bailleur le maire n'était pas omniprésent. Alors, le bailleur, il a tardé à venir, mais ou en tout cas, quand il était présent, il s'exprimait pas. Mais il a fini par venir, non seulement s'exprimer, mais nous entendre, je sais pas, mais en tout cas écouter ce qu'on avait à lui dire et faire un pas vers nous. Au niveau des rénovations, on a acquis quelques... Par exemple, donnez-nous un exemple. Par exemple, tout bêtement, les revêtements de sol, bon, même si ce ne sera pas formidable, mais au départ, ils n'avaient pas du tout envisagé de les changer. Ça reste des sols souples, ce qu'ils appellent des... Voilà. Je ne sais plus ce qu'il nous a concédé. Bon, moi, j'avais envie de brise-vue, mais enfin surtout par rapport au soleil, en fait, parce que moi je suis au dernier étage, j'ai pas de vis-à-vis, et ben là aussi il sera prévu quelque chose. Et pour ce qui concerne les rénovations des maisons, alors la première attente, mais pour les maisons, je pense que pour le bâti collectif c'est la même chose. La première attente, c'est l'isolation contre l'eau,
contre le froid, contre le vent, parce que dans les maisons, il y a des prises d'air impossibles. L'hiver, on peut avoir 14 degrés. Bon, pour dormir, c'est pas mal, peut-être, mais dès qu'on se réveille et pour vivre la journée, c'est dur. Ça, c'est l'hiver. Et l'été, on a déjà un exemple en ce moment. On peut avoir... hier, on avait 35, 36 degrés dehors. Dans les maisons, sous toit, avec des plafonds en pente, on a eu jusqu'à 38 degrés. 38 degrés. L'urgence, c'est vraiment c'est pas le confort, mais c'est le minimum de confort dans un appartement. Et ça a été une discussion en atelier avec le bailleur? C'était une demande pratiquement impérative. C'était la priorité. Après, c'est la cerise sur le gâteau, mais la priorité, c'est quand même le confort minimum dans les maisons. Monsieur le maire. Alors, je vais répondre à deux choses. D'abord, quand je vois un enfant, c'est pas le citoyen, l'image, mais en fait, je lui donne l'objet. Je ne lui demande pas pourquoi il veut à son copain, je lui donne l'objet. Quand on donne l'objet au citoyen, il est capable de pouvoir le malaxer, le travailler et l'avancer. C'est ça, la co-construction pour moi. Deuxième sujet, les bailleurs. Alors, soyons clairs, si je n'étais pas souvent présent dans leurs réunions parce qu'ils s'engueulaient, et c'est eux qui choisissaient, là, les bailleurs, par contre, là, j'étais présent. Mais en intuitif personné, parce qu'on a un problème, et je suis content d'avoir le président qui veut venir à Miramas, c'est qu'on a de moins en moins chez les bailleurs, et je leur dirai quand je vais les croiser tout à l'heure, on a de moins en moins de présence de grandes associations de locataires, ce qui est un sujet pour moi dans les années qui viennent, parce que rénover, c'est bien, mais entretenir ce qu'on a rénové, c'est mieux. Et donc, il faut déjà que j'anticipe le fait d'avoir des représentants de locataires qui soient présents et qu'ils aient les moyens aussi d'être formés quand on arrive dans un conseil d'administration, hein. C'est comme quelqu'un qui débarque dans un conseil municipal, c'est pas évident s'il n'a pas une formation par rapport à tout cela. Donc, les bailleurs sociaux, ils ont écouté. Et nous, on les a tordus. Voilà, c'est clair, très clairement. Et eux, ils demandaient, et moi, je passais derrière pour les tordre. Amicalement, hein, mais clairement. Ils font du travail, ils sont empêtrés dans des situations pas possibles, avec un portefeuille de logement absolument hallucinant des années 70, surtout dans le sud de la France, hein, parce qu'on a eu deux versants forts. On a eu l'industrialisation et on a aussi les pieds noirs qui sont arrivés au lendemain de la guerre d'Algérie. Donc ça a construit tout azimut. Il fallait bien loger les gens. Sauf qu'on a construit en préfa très rapidement. Et évidemment, 30 ans ou 40 ans plus tard, y a des défauts qui s'opèrent. Donc, là, encore une fois, la co-construction, ce n'est pas simplement d'écouter. Ça fait 3 fois que je vous écoute, je vous adore, hein, mais ça fait 3 fois que je vous écoute. Merci. On n'est pas là pour les écouter. On est là pour leur donner les outils nécessaires. Et Maxence, c'est un outil pour moi qui est arrivé, nécessaire. Il avait les codes pour pouvoir le faire. Moi, je ne les avais pas. Il est sociologue, je ne le suis pas. Et donc, ils ont mis en place ces outils permettant aux gens de rentrer petit à petit. Alors, il y en a qui étaient là, plus d'une centaine, hein, rentraient, qui sortaient, qui partaient, qui revenaient. Et donc, le dossier, malheureusement, les 2 ans du Covid nous font beaucoup de mal parce qu'on a pris un bon coup derrière les narines. Mais ce qui est très important, c'est que c'est des projets qui durent. Dans le premier projet, par exemple, je le dis toujours, j'ai un mur, j'ai fait une école avec un bassin d'apprentissage pour que les enfants apprennent à nager très tôt dans nos quartiers. Et dans une école vraiment chouette. Et on a un mur. Et je me suis dit, le mur, il ne va pas rester très longtemps sans tag. On n'a jamais eu de tag depuis 18 ans. Jamais. Pas un. Parce que les habitants avaient décidé et avaient suivi ce dossier. Je suis persuadé que dans notre projet à nous, si nous arrivons à le terminer avec l'aide de la rénovation urbaine et de l'agence, honnêtement, je pense qu'il sera à ce moment-là mieux traité par les propres personnes. On ne peut pas être respecté dans des quartiers pourris. Ce que j'entends, et dit Jacques Marc, quand on écoute nos 2 habitants et ces moments d'atelier mixte, de vraiment essayer de construire ensemble, c'est que c'est eux l'expertise du quotidien. Tout à fait, c'est le leitmotiv que je porte souvent, c'est les experts de quotidien, ce sont les habitants eux-mêmes. Alors je dirais, moi je vois 2 niveaux aussi de travail, de progrès qu'on pourrait avoir, notamment d'abord sur les élus des locataires, puisque nous on a des revendications importantes là-dessus. Là aussi, la CNL nous propose que dans le futur, on ait un tiers des conseils d'administration
qui soit composé de représentants de locataires, parce que c'est eux qui payent le loyer, c'est eux qui à 99%, les ressources des organismes HLM, ce sont les loyers des locataires, et donc ce serait normal qu'ils aient un tiers de représentants dans ces conseils d'administration. Et je sais qu'aujourd'hui, avec la fusion à grande marche provoquée par la loi Elan depuis 2018, on a une concentration énorme de bailleurs sociaux. En région parisienne, par exemple, on avait 4 bailleurs chez qui il y avait 36 élus des locataires. Ils ont fusionné, il n'y en a plus que 3. Voilà le résultat pour un parc immense. Donc ça veut dire que là aussi, on ne donne pas les moyens aux locataires, aux représentants de locataires de pouvoir faire leur job comme il faut. Et ça, c'est important. Autre revendication également sur les représentants des locataires, c'est, je vais dire un gros mot, le droit de veto. Le droit de veto pour les décisions qui touchent au patrimoine, à la restructuration, à leur quartier. Pas un droit de veto pour bloquer, un droit de veto constructif qui oblige le bailleur et les élus à engager une véritable concertation programmée, organisée, etc. Ça, c'était le premier niveau sur les représentants des locataires. Le deuxième niveau, je pense que si on veut réussir une co-construction, il faut que les habitants eux-mêmes soient aussi accompagnés, notamment dans l'éducation populaire. Parce qu'il y a des clés aussi, les habitants ne savent pas tout. Et quand on les lâche comme ça dans des projets, ils sont quelquefois un peu perdus. Il y a une grande dissymétrie des savoirs. Voilà. Et donc en plus, là aussi, je le dis, puisque nous, la CNL, on a l'éducation populaire, on peut aussi mettre en place l'école des habitants pour justement, l'école des habitants pour expliquer aux habitants les choses importantes. Et il y a un autre sujet également qui concerne à la fois les représentants de locataires et à la fois les habitants eux-mêmes, c'est le statut de l'élu social. C'est-à-dire qu'on donne aux habitants et aux représentants de locataires du temps, de la formation. On y reviendra. Parce que je pense souvent Allez-y. à la caissière de Monoprix, monoparentale. Comment fait-elle pour pouvoir aller aux réunions, dégager du temps, demander congé à son employeur, pour s'impliquer, soigner ses enfants, parce qu'il faut les mettre en garde quand elle va aux réunions. Et il faut qu'on pense à ces gens-là. Ces gens aussi, il y a beaucoup de familles monoparentales qui sont logées dans les quartiers populaires. Qui n'auront jamais le temps de s'impliquer. Voilà. Et il faut penser à tout le monde. Voilà. Ça pose la question du pouvoir, au fond. Qui a le pouvoir, qui peut arbitrer Nicolas Riault, qu'est-ce que, dans ces dispositifs actuels, monsieur le maire nous le dit, quand il y avait un problème, j'arbitrais. Bon, bonne pioche, monsieur le maire ici présent a arbitré souvent dans le sens des habitants, visiblement. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour qu'il y ait un vrai pouvoir, au fond, au moment de l'arbitrage? Parce que sur des conflits importants, est-ce que c'est est-ce qu'on pourrait institutionnaliser la participation habitante? En fait, la question, c'est comment on le partage, ce pouvoir, parce que tout le monde le revendique. Et donc, c'est là où c'est toujours source de fausses promesses quand on vous dit on vous donne le pouvoir, on vous remet l'objet entre vos mains. Bah oui, mais en fait, cet objet, il est aussi dans les mains des bailleurs sociaux, il est aussi dans les mains des futurs habitants, il est aussi dans les mains des autres habitants de la commune qui payent leurs impôts. Donc, on est bien sur une logique de partage, et c'est ce partage qu'il faut organiser. Et c'est pour ça que nous, un peu notre proposition, c'est de dire l'enjeu, finalement, et ça vaut aussi pour un potentiel en rue 3, c'est passer de la concertation à la négociation. Comment on arrive à avoir des projets plus négociés. Et ça a trois implications. La première, qui peut paraître un peu paradoxale, mais c'est de reconnaître l'existence de divergences d'intérêts. De dire, en fait, on n'a pas tous les mêmes intérêts, et arrêter avec ce discours de dire on fait ce projet
pour les habitants et uniquement pour les habitants. D'arrêter avec ce discours de dire en fait la seule expertise qui vaille, c'est l'expertise vécue des habitants. Oui, elle est importante, oui, elle est essentielle, mais il y a aussi d'autres expertises qui, elles aussi, sont importantes. Et ils ne sont pas d'accord entre eux toujours, en plus. Et en plus, ces habitants n'ont pas tous ni le même vécu, ni la même perception sur les mêmes besoins. Ce qui ne marche pas, ce qu'il faudrait faire. C'est un autre problème qu'on a avec la démocratie participative qui vient, à notre sens, plutôt accentuer les inégalités de représentation que les résoudre, mais ça me fait repartir dans une autre direction. Donc, je disais, reconnaître cette pluralité des expertises et cette divergence d'intérêts et d'assumer que c'est OK. Et en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la démocratie. Je me souviens d'une discussion avec la directrice d'un bailleur social francilien qui disait, en fait, moi, ma responsabilité comme bailleur social, oui, c'est le bien-être au quotidien de nos locataires, mais c'est aussi la gestion patrimoniale d'un parc qui, lui, va rester alors que les habitants vont passer. Et donc, ça aussi, c'est important de le prendre en compte, mais ça ne pourra être accepté du côté des habitants que si c'est posé explicitement sur la table, de dire on ne vient pas tous défendre la même chose. Et du coup, la deuxième condition, c'est une fois qu'on a assumé qu'on ne défende pas tous les mêmes intérêts et qu'on ne porte pas tous la même expertise, c'est comment on organise la confrontation de ces expertises. Et ce qu'on observe, nous, c'est souvent un peu une scène à deux vitesses, où on a une concertation publique qui est uniquement tournée vers les habitants, et puis une négociation qui se fait plutôt en second rideau entre les élus, le bailleur les autres et acteurs l'élu du projet. Une négociation qui se font aussi avec les architectes et les différents professionnels qui portent ces projets-là. Enfin, je veux dire, la fabrique d'un projet de renouvellement urbain, elle est déjà pleine de négociations. La question, c'est comment ces négociations, on arrive à les rendre plus compréhensibles, plus ouvertes aussi à d'autres acteurs qui, pour l'instant, sont un peu laissés en dehors, parce que c'est la condition pour les rendre démocratiques. Et puis, derrière, c'est comment, troisième implication, c'est comment on arrive à trouver un peu des lignes de compromis. Nous, on est convaincus qu'au fond, on aurait moins besoin d'une ingénierie de la concertation qu'une ingénierie de la médiation. Et que parfois, ce qu'on observe dans les dispositifs participatifs, c'est que leur fonction principale consiste à neutraliser les conflits, alors que ça pourrait être une bonne matière de départ pour dire, voilà, là-dessus, on n'est pas d'accord. Sur l'évolution du stationnement, il y a divergence d'intérêts. Sur la question des démolitions, il y a divergence d'intérêts. Et c'est comment on organise un espace de négociation pour permettre à chacun de mieux justifier pourquoi il défend telle position là-dessus, et que dans cette confrontation, derrière, on arrive à trouver la ligne de compromis. Et c'est aussi là-dessus, pour ça, qu'on a besoin d'élus. Alors comment, justement? Est-ce qu'il faut inviter, constituer des jurys citoyens? Vous étiez marraine et parrain. J'imagine que c'est une forme de représentation un petit peu plus poussée de l'intérêt des habitants ou d'une parole. Voilà. Jury citoyen, invitation, participation aux commissions de sélection. Alors moi j'ai adoré son livre, donc je vous encourage à l'acheter. D'ailleurs tout à l'heure vous pouvez l'acheter avec 15% grâce à l'agence. Madame la directrice est là. Il y a un seul truc que vous dites qui depuis tout à l'heure me trottine dans la tête. Il y a un moment donné quand même, on peut faire de la médiation, on peut mettre des mots, et je vous entends bien. Il y a une difficulté quand même majeure, c'est qu'à un moment donné, il faut bien prendre une décision. Donc quand je dis on donne les clés du camion, c'est que je me suis servi de leur position pour prendre les arbitrages. C'est là que j'ai laissé le pouvoir. C'est-à-dire que j'ai accepté que moi, maire, je n'ai pas la même vision. Je viens sur les parkings. On a fait passer un bus à haut niveau de service qui vient d'être livré. Toutes les 10 minutes, gratuit, électrique, etc., etc. Formidable. Malgré ce qu'on avait annoncé ça, il y a eu un conflit. Mais un conflit que j'ai compris, mais sur lequel on a eu, même y compris, des conflits, pas qu'avec, mais toute l'équipe, avec moi, parce que les habitants disaient, et je comprends, il y a des endroits dans ce département où il y a des centres de vie pour travailler, la voiture,
reste encore, malgré que nous sommes tous pour la transition, il y a le mot transition, il y a le temps d'y aller, eh bien, il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir autre chose comme outil de travail, leur bagnole. Et quand vous avez que la voiture comme un outil de travail, ben, vous n'avez pas envie d'aller vous garer à 300 mètres dans un parking en silo. Comment ça s'est passé alors? Eh ben, ça s'est passé que je me suis fait engueuler, voilà, et que les parrains et marraines, ils y ont été gaiement. Et puis, il y a eu un arbitrage. Eux n'étaient pas d'accord, les technos, à un moment donné, parce qu'il y avait l'idée, alors c'est vrai, il est très nature, un Saint-Nicolas-Quartier, vous verrez, vous y allez sur le site internet, vous regarderez, donc c'est magnifique, mais moi j'ai plié, j'ai dit, il y aura une rue, et il y aura des places de parking, parce qu'à un moment donné, il faut se rendre compte. Et puis il y a un autre sujet dans la démocratie, dans son livre, qui est très important pour moi. 15%. Ouais, moins 15%, mais celui-là, il est très important pour moi, et c'est vraiment, je le dis aux gens qui sont ici, il y a quand même un truc qu'il faut faire gaffe. Quand la loi Lamy est sortie, on a tous été faire les conseils des citoyens, tirage au sort, blablabla, blablabla. Ça a marché dans certains endroits, ça a été un échec total dans les autres. Mais il y a une chose qu'on a oublié tous, c'est que vous aviez ici que des citoyens éclairés, qui ont l'habitude de débattre, de faire de la médiation dans les familles, etc. Moi, j'ai des citoyens qui n'ont pas de temps pour eux, et à qui je vais demander d'être plus citoyens que les autres. Il y a un moment donné, il faut quand même se dire, ces gens qui sont dans la galère en fin de mois, je vais leur demander encore plus, ils vont donner encore plus parce qu'il s'agit de leur vie, mais il y a des problématiques de santé, il y a des problématiques qui sont aussi importantes, et on est en train de leur dire... Est-ce qu'il faut un statut Mais les statuts... Non, mais avec une rémunération, la garde d'enfants pour... Non, mais nous, on a mis en place des animateurs quand il y avait des enfants et des familles qui venaient. Bah, d'ailleurs, je vais vous dire une chose, une vérité, hein, 90% des gens qui ont participé, c'était que des femmes. C'est vrai? Toi, tu dois être une exception. Mais il y avait que des femmes. Les mecs, ils étaient au foot, ailleurs, j'arrivais jamais à les faire venir. D'accord? Bien, mais honnêtement, je le dis en rigolant, faisons très attention, et j'espère que nous allons avoir une suite à la rénovation urbaine, parce que j'ai encore un autre quartier dans la tête qui suit derrière, parce que je veux finir ma ville. Je le dis très clairement, attention de ne pas créer des bidules dans lesquels on enferme des gens, en disant ah, vous êtes... Non, je préfère largement, par exemple, et je l'avais écrit, puisqu'il y a une des co-écriveuse du rapport sur la politique de la ville qui était là, une ancienne députée, nous avions écrit un statut c'est quoi? En réalité, on demandait à ce qu'il y ait une valorisation des acquis de ces gens qui ont participé dans leur formation professionnelle, y compris dans les relations qu'ils ont vis-à-vis du travail. Donc moi, j'étais plutôt d'avis de leur dire, ben voilà, vous avez tellement bien participé, vous avez pris des acquis, on valorise ces acquis, on améliore leur CV. Ça, c'est pour moi un vrai statut, ça les projette. Ensuite, de dire qu'il faut un statut du bénévole, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous savez, il n'y a déjà pas de statut de l'élu, donc voilà. Je voudrais... merci. On a beaucoup de questions de la salle. Je voudrais en prendre quelques-unes, et notamment pour les habitants. Comment avez-vous réussi à vous acculturer à la technicité de l'ANRU? Avez-vous réussi à toucher les jeunes parmi les gens mobilisés? Il y a eu au moins 1 ou 2 ateliers où des jeunes, effectivement, ont participé. Bon, après, c'est un petit peu compliqué quand même. Tout ce qui est technique, même pour nous maintenant qui sommes parrains et marraines, ça reste compliqué. Mais comment vous êtes... trop peu de jeunes, en fait, se sont impliqués. Ouais. Comment vous avez réussi à vous acculturer justement à la technique, toutes ces choses techniques de l'ANRU? On a beaucoup travaillé avec Maxence et ça Valérie. Ça rejoint la question notamment. de la formation. Ouais. Voilà. Il y a Serge qui veut t'aider. Parce que c'est pas un couple. Hein, je le dis tout de suite. Alors, on avait le docteur Maxence avec nous, mais aussi on avait une maison du projet au milieu du quartier. La maison du projet, même si elle n'est pas ouverte tous les jours, elle est ouverte au moins 2 jours par semaine pour l'ANRU. Elle peut être ouverte aussi pour d'autres activités. Mais c'est un lieu où on peut aller chercher tous les renseignements concernant l'ANRU, les renseignements du papier, des plans, des explications. On demande des délais, on demande pourquoi. Si on n'a pas l'information, même à la maison du projet, même aux parrains-marraines, on va chercher l'information pour la redonner aux habitants. Donc on a un panneau d'affichage à la maison du projet, mais plus souvent, on est dans la rue, dans la boulangerie ou n'importe où. On rencontre les habitants un peu par hasard,
une question, une réponse, une question, une réponse. On est là pour avoir l'information et donner l'information. Comment la mobilisation est restée assez haute? Ce projet a duré 4 ans à Miramas, hein, il faut quand même le dire, c'est extrêmement long, c'est assez exceptionnel. C'est un sociologue. Ouais. Comment réussir à mobiliser tout du long? Je crois que j'ai entendu parler de réunions où il y avait 120, 150 personnes, donc très grosse mobilisation. Comment ça s'est fait? Comment ça s'organise tout bêtement? C'est difficile. Sur 2300 habitants, on a eu pratiquement 0,5%, ce qui veut dire une centaine de personnes pour les réunions. Alors les réunions se faisaient la plupart du temps dehors, les premières. Les suivantes, au vu et devant tout le monde, quoi, pour pouvoir... Devant tout le monde, et la parole était donnée à tout le monde, avec des ateliers où la population se regroupait. Ça renouvelle la mobilisation, ça fait rentrer des nouvelles personnes. Avec un partage, alors ce qui est un peu dommage, il y avait des regroupements par intérêt. C'était plus des regroupements par intérêt personnel, mais pas des regroupements collectifs. Donc il y a eu des petits conflits. Les gens des maisons, les gens des bars. Oui. Entre autres. Non, c'est une question. Oui, entre autres. Ça veut pas. Ouais. Alors, je ne réponds pas pour recouper Serge, c'est parce que c'est vrai. Mais c'est dans un premier temps. C'est-à-dire que les gens arrivent avec... on annonce qu'on va faire de la rénovation urbaine. Voilà, très bien. Et les gens arrivent déjà avec leurs problèmes. Et leur problème, c'est le bailleur qui ne fait pas son job. Et puis, c'est l'autre bailleur dans les maisons qui ne fait pas son job. Donc, ils arrivent avec leurs problèmes. En plus, ils arrivent avec les problèmes, y compris pour la ville. La propreté, l'insécurité. Tout s'empile. Tout s'empile. Ce qui est normal. Une fois qu'on est dans l'empilement et que tout est sur la table et qu'on s'en prend bien une à gauche, une à droite, on arrive en disant qu'est-ce qu'on peut améliorer. C'est là que le dialogue s'opère. C'est là que les choses commencent à se tricoter et c'est là que les gens arrivent. La mobilisation, il y a des gens qui sont sortis, rentrés. Il y a une centaine de personnes, mais globalement, il y a des gens qui sont venus au débat, il y en a qui sont venus au milieu. On a eu le Covid qui a quand même cassé les choses, mais il y a eu une très forte participation. Cette participation, c'est pas que les réunions, c'est aussi les fêtes de quartier, c'est aussi le centre social qui a joué un rôle essentiel, l'école qui est en plein milieu du quartier qui a joué aussi un rôle social. Et un tiers-lieu provisoire. Et le tiers-lieu qui a été aussi... Vous pouvez nous raconter ce que c'est peut-être? Le tiers-lieu, c'est là où on crée des activités autour de plein de choses, où des associations viennent, s'emparent du local, dialoguent, discutent, des associations diverses et variées. Dans ma ville, il y a 350 associations diverses et variées. Donc c'est énorme, mais c'est aussi un flux important en termes de démocratie. Et puis, par exemple, pour l'école... là aussi, on a joué la démocratie au sens où la démocratie, il faut que j'arrête avec ce truc. On a joué la co-construction avec les enseignants et les parents d'élèves. C'était aussi un groupe à côté. Comment on rénove? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que la classe doit faire 66 mètres carrés ou... On a tout discuté de cette façon-là. On fait quand même dans ce quartier 2 écoles, un centre social, une maison du droit, rien qu'en public, quoi. Donc c'est beaucoup de dialogue, beaucoup de discussions et maintenant, les gens voient les travaux arriver. Donc ça aussi, ça change. Parce qu'on a quand même rasé des choses et ça avance bien. Ça commence. Voilà. Marie-Noël, Oui. une autre question de la salle. Est-ce que donner du pouvoir aux marraines et parrains a pu générer des conflits, car ils n'ont pas forcément les mêmes besoins et mêmes opinions? Oui, parfois, notamment... contre les gens des Caravelles qu'on appelle le village gaulois. Voilà. Donc, les maisons individuelles entourées voilà. de bars. Et ils sont vraiment en surreprésentation par rapport... parfois, dans le groupe de parrains-marraines, je suis la seule représentante des bars, justement. Il y en a du mercure, mais pas toujours présent. Et pour le coup, comme ils sont en surreprésentation, forcément, ils s'expriment davantage. Et j'ai eu le sentiment et la frustration de me dire qu'ils étaient davantage entendus, notamment quand ils vous ont pris en otage lors d'une réunion publique. Voilà, non, mais quand je dis en otage, en aparté, pour régler leurs propres problèmes. Et pour le coup, je me dis, ça reste des locataires au même titre que nous, d'autant qu'on a un bailleur commun et maison ou immeuble.
on reste locataire au même titre. Et j'avais du mal avec ça un petit peu, quoi. Nicolas Riot, qu'est-ce qu'on pourrait inventer? Eddy Jacquemart parlait de l'élu social. Qu'est-ce que vous avez commencé à imaginer? Donnez-nous des réponses, s'il vous plaît. En tout cas, on se rejoint sur le problème, et effectivement, on arrivait un peu à la même conclusion que vous, qui est de dire souvent ces dispositifs participatifs qui sont parfois présentés comme une réponse à l'abstention, comme un moyen de redonner de la citoyenneté à tous ceux qui sont laissés un peu en retrait de notre vie démocratique. En réalité, ils sont saisis justement par ceux qui sont déjà le plus insérés dans cette vie démocratique, par ceux qui votent, par ceux qui sont déjà en contact avec les élus et bien au fait de la bonne façon de les interpeller, voire de les prendre en otage. Et que donc là, il y a un vrai point de vigilance là-dessus sur comment, dans les dispositifs qu'on met en place, et point de vigilance qui vaut pour les dispositifs participatifs, mais qui vaut aussi pour d'autres formes démocratiques. Enfin, je serais curieux de vous entendre là-dessus, sur comment vous, dans les amicales de locataires, vous évitez que se creusent ces écarts de représentation, et que les amicales de locataires soient captées par certains profils d'habitants, notamment plus compétents, plus instruits, plus âgés, légitimes, aux dépens d'autres habitants qui n'ont pas tout à fait ni les mêmes besoins, ni les mêmes préoccupations, quoi. Alors, nous, on n'a pas la solution miracle, on a plutôt là aussi une suggestion ou un réflexe qui est de dire comment, dans ce travail de co-construction, on pense la question redistributive, c'est-à-dire comment on arrête de chercher la représentativité dans ces dispositifs participatifs, mais comment on construit le processus pour se rendre le plus attentif à ceux qu'on entend le moins d'habitude, quoi. Et c'est aussi là-dessus qu'on a besoin des sciences sociales. On a beaucoup parlé des sociologues tout à l'heure. C'est aussi une des vertus des sciences sociales. On a compris que ces processus de démocratie participative, c'est d'abord ce que vous appelez le dispowerment pour l'élu, c'est-à-dire l'élu se met en retrait. Empowerment pour les habitants, c'est-à-dire une capacité de négociation. Ce que j'entends aussi dans vos témoignages, c'est que ça a quand même redynamisé. Enfin, il y a une petite dynamique sociale qui s'installe dans le quartier quand même grâce à ça. Est-ce qu'on peut finir peut-être là-dessus, sur cette note-là, tous les deux, Marie-Noëlle et Serge? Qu'est-ce que ça a apporté au quartier et à la vie du quartier? Sauf si vous vouliez... oui, j'aurais quand même voulu répondre à l'interpellation de mon voisin de gauche. Après avec nos habitants. Et j'en reviens en fait à ce que je disais tout à l'heure sur la caissière de Monoprix monoparentale, sans vouloir faire de schéma, mais là, on a bien l'exemple qu'il y a quand même une distorsion de besoins et de préoccupations. Et je pense qu'il faut en effet redonner les clés aux habitants avec l'éducation populaire. Parce que sinon, on crée des inégalités aussi dans les catégories. Et donc, oui, il faut donner... Éducation populaire, sécurisation sur le plan juridique. Des moyens aussi je dirais, de compensation financière. Quand la personne doit s'absenter de son travail pour aller à des réunions, déjà, qu'il y ait une espèce de droit à congé pour négociation. Parce que sinon, eh bien, on pénalise les gens qui sont... en situation de travail où c'est compliqué de demander des congés et c'est financièrement pénalisant. Donc il faut donner des moyens aux habitants pour devenir véritablement les experts du quotidien et pouvoir le dire. Et vous m'avez dit aussi, c'est très important, on ne l'a pas évoqué, je voudrais que vous en parliez maintenant, en cas de très grand conflit, il faut qu'il y ait un conseil d'arbitrage extérieur. Exactement. Il faut qu'on puisse avoir... créer en fait ce conseil d'arbitrage extérieur de façon à ce que on parle d'intérêts divergents des différentes catégories, donc aussi bien les élus, les bailleurs que les habitants, les locataires. Eh bien, il faut pouvoir avoir une espèce d'instance qui va dire, voilà, conseil des sages, commission de conciliation, enfin voilà. Donc il faut qu'on crée ça, et je pense que c'est un élément qui manque. Je voudrais qu'on vous entende. Pour conclure, le tiers-lieu, la maison du projet, les cafés chantiers, est-ce que tout ça a apporté quelque chose au quartier, une forme de
C'est un regroupement des gens, finalement. Je voulais juste parler des parrains-marraines. Pourquoi on les appelait parrains-marraines ? Quand on entend parrain, quand on entend marraine, on pense à quoi ? Filleul, je sais pas, j'ai l'impression d'être dans un jeu télévisé. Filleul ou bébé. Pour la population, pour le quartier, le projet, c'est un bébé. Ah, d'accord. Donc, il y avait une majorité d'habitants qui envisageaient la venue du bébé. Donc, ils se sont préparés pour l'accueillir. C'était la majeure partie. Une partie moins importante disait « Mais non, le bébé, il va arriver, il va être mal foutu, il va être malade, il va être handicapé. C'est pas intéressant. » Et il y en a même qui ont dit « Mais le bébé, il va jamais arriver à terme. » Donc, on a laissé quand même la majorité des habitants venir continuer à construire parce qu'ils voient sur les plans, ils voient sur site, à chaque chantier important, il y a des croissants, le café, le pain au chocolat, le bailleur, et puis l'intervenant. Donc les parents viennent quand même et ils voient quand même les débuts des travaux. C'est Monsieur le maire qui va conclure. C'est tous normal, les débats, c'est le pouvoir. tous les débats finissent avec les. Non, mais maires. je ne pouvais pas terminer sans vous dire que, d'une part, je ne le fais pas par flagornerie, mais on critique quelquefois, j'entends des critiques sur l'agence de rénovation urbaine, mais honnêtement, toutes ces questions que nous abordons, qui les a mis sur la table ? C'est bien à travers ces projets de rénovation urbaine qui est arrivé. Parce qu'avant, comment on rénovait ? Moi, j'ai connu ça. On discutait avec un bailleur, il n'y avait pas de locataire, il n'y avait rien. Le bailleur disait, je peux mettre 2 millions, c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait ? La persienne ou les fenêtres, les toilettes ou la cuisine. Et puis, c'était fini. Et puis, les gens ont attendu 60 ans, ou 40 ans, ou 50 ans. C'est bien l'agence qui a mis le dispositif sur la table, pour le coup. Et c'est aussi l'agence et cette rénovation urbaine qui a professionnalisé des dizaines de milliers de salariés, que je connais, en tout cas 2 sont là, qui ont une compétence transversale qui est absolument extraordinaire, qui sont souvent en CDI d'ailleurs, ils ne sont pas fonctionnaires. Et j'aimerais quand même qu'on ne perde pas cette compétence. Il se trouve que nous, on a un contact en Colombie, avec la Colombie, en termes d'échanges sur la rénovation urbaine. Et on voit bien à travers le monde que cette agence, elle nous est enviée. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire dans les semaines qui viennent. Vous allez choper chaque sénateur que vous connaissez, vous lui tordez le cou, vous lui dites que les maires ne voteront plus pour eux. C'est nous qui donnons des mandats. Et je le fais pas par hasard. C'est pas parce que j'adore le débat politique. C'est parce que se joue actuellement l'avenir de la rénovation urbaine avec tous les acquis qu'il y a eu. Parce que si ça s'arrête, nous, collectivités locales, nous n'avons plus les moyens de pouvoir agir derrière. Ce sont les villes les plus pauvres qui vont s'arrêter, là où il faudrait qu'on accélère, là où il faut qu'on trouve les nouveaux mécanismes de démocratie, de respect et de reconnaissance. Si nous arrêtons là la politique de la ville et la rénovation urbaine, je pense que ces gens-là vont s'occuper de nous à un moment donné et je leur donnerai les bonnes adresses des villes qui ne veulent pas le faire pour qu'ils s'y rendent. Donc c'est un message à la fois plein d'entrain, il y a plein de choses magnifiques et je remercie mes 2 parrains-marraines de venir avec l'histoire d'enfants que je n'ai pas bien compris, mais par contre je tiens à vous le dire quand même, n'oubliez pas de défendre cette agence dont on a bien besoin. Merci beaucoup à tous les 5. Merci beaucoup. C'est